Jean-Pierre Dubois avait tout, la richesse, le succès et le contrôle de sa vie, jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite lors d'un gala de charité révèle le fils qu'il ignorait avoir. Alors que les secrets se dévoilent, son empire, parfait, est remis en question par la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, la famille. L'amour peut-il reconstruire ce que l'ambition a brisé? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Jean-Pierre Dubois se tenait à la fenêtre de son bureau dans son appartement parisien de luxe, regardant les rues parisiennes animées en contrebas. À 42 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, des costumes coûteux, des voitures de luxe et une entreprise de technologie valant des milliards. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Il ne pouvait se débarrasser du sentiment que son monde parfait était sur le point de changer. « Monsieur Dubois, n'oubliez pas l'événement caritatif de ce soir », lui rappela son assistante Sophie Lefebvre depuis l'embrasure de la porte. « La Fondation pour l'enfance vous attend à 7 heures. » Jean-Pierre hocha la tête regardant sa Rolex. Il détestait ces événements, tous ces bavardages et ces faux sourires. Mais en tant que PDG de Dubois Technologies, il avait une image à maintenir. « Préparez la voiture dans 20 minutes, dit-il sans se retourner. La salle de bal de l'hôtel Plaza Athénée était bondée de l'élite parisienne à l'arrivée de Jean-Pierre. Tout le monde voulait lui parler, lui présenter ses idées, ou simplement être vu avec le célèbre Jean-Pierre Dubois. Il se déplaça dans la foule avec une aisance maîtrisée, serrant des mains et faisant des conversations polies. C'est alors qu'il vit le garçon. L'enfant ne devait pas avoir plus de 6 ans, jouant avec une maquette de fusée près de la table des desserts. Jean-Pierre se figea. C'était comme regarder une de ses propres photos d'enfance. Les mêmes cheveux noirs, la même expression déterminée, même la façon dont les sourcils du garçon se fronçaient en concentration. « Antoine, chéri, fais attention avec cette fusée », appela une voix de femme. Le cœur de Jean-Pierre s'arrêta. Il connaissait cette voix. Lorsqu'il se retourna, elle était là, Chloé Delacroix. 6 ans ne l'avaient pas beaucoup changé. Ses cheveux blonds étaient plus courts maintenant, mais elle avait toujours ses yeux verts saisissants qui avaient attiré son attention ce soir-là lors de la conférence technologique à Cannes. Chloé le vit au même moment. La couleur s'échappa de son visage. « Jean-Pierre », murmura-t-elle, se dirigeant instinctivement vers le garçon. « Antoine ». Jean-Pierre fit le calcul dans sa tête. 6 ans. La conférence. Une nuit qu'il avait essayé d'oublier parce qu'elle avait trop signifié, qu'elle avait été trop réelle. « Nous devons parler », dit-il, sa voix basse et maîtrisée malgré la tempête qui grondait en lui. Chloé regarda autour d'elle nerveusement. « Ce n'est pas l'endroit. Maintenant, Chloé. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Ils trouvèrent un coin tranquille de la terrasse du jardin de l'hôtel. Les bruits de la fête s'estompèrent derrière eux alors que Jean-Pierre se tourna pour la regarder. « Est-il mien ?» Les mots sortirent de plus durement qu'il ne l'avait prévu. Chloé leva le menton. « Oui. Avez-vous l'intention de me le dire ?»« Non. » Elle n'hésita pas. « Vous avez clairement indiqué ce soir-là que vous n'aimiez pas les relations ou les complications. Un enfant aurait été la plus grande complication de toutes. » Jean-Pierre passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ébouriffant. « Ce n'était pas à vous de décider. J'avais le droit de savoir que j'avais un fils. L'aviez-vous » La voix de Chloé s'éleva légèrement. « Le grand Jean-Pierre Dubois qui travaille des journées de 18 heures et apparaît en une de challenge. L'homme qui m'a dit que les attachements émotionnels étaient pour les gens qui ne pouvaient pas gérer le succès. Qu'auriez-vous fait si je vous l'avais dit ?» La question le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Qu'aurait-il fait? Il y a 6 ans, il aurait probablement jeté de l'argent sur la situation, engagé des avocats, fait disparaître le problème. Mais maintenant, regardant Antoine à travers les portes vitrées, ce garçon vif et curieux qui était indéniablement son fils, quelque chose se brisa dans le monde, soigneusement, construit de Jean-Pierre. « Je veux le connaître », dit-il finalement. Chloé secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Antoine a une vie, une routine. Il est heureux. Je ne vous laisserai pas débarquer et perturber tout cela simplement parce que vous vous sentez soudainement en droit de jouer les papas. Je suis son père. La biologie n'est pas tout, Jean-Pierre. Être père signifie se montrer, être là, faire passer quelqu'un d'autre en premier. Pouvez-vous honnêtement dire que vous êtes prêt pour ça ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Antoine apparut aux portes vitrées, sa maquette, de fusée serrée dans ses mains. « Maman, je peux avoir un autre biscuit ?» Le comportement de Chloé changea lorsqu'elle sourit à son fils. « Un de plus, chérie. Ensuite, nous devons rentrer à la maison. » Jean-Pierre regarda le garçon, son fils, rebondir à l'intérieur. « Je veux essayer, » dit-il doucement. « Donnez-moi une chance de prouver que je peux être là pour lui. »
Chloé l'étudia longuement. Un faux pas. Une visite manquée. Une fois où vous le faites se sentir moins important que votre entreprise et c'est fini. Compris? Jean-Pierre hocha la tête, la gorge serrée. Nous allons commencer lentement, continua Chloé. Des visites supervisées, et nous dirons à Antoine quand je penserai que le moment est venu. Pas avant. Alors qu'il retournait dans la salle de bal, Jean-Pierre ne pouvait détacher ses yeux d'Antoine. Le garçon était maintenant assis à une table, faisant voler sa fusée au-dessus de son assiette de biscuits, ignorant complètement que sa vie, toute leur vie, venait de changer à jamais. La soirée se termina, et Jean-Pierre regarda de l'autre côté de la pièce, tandis que Chloé aidait Antoine à enfiler son manteau. Juste avant qu'il ne parte, Antoine leva les yeux et croisa le regard de Jean-Pierre. Le garçon sourit, ce même sourire confiant et curieux que Jean-Pierre voyait dans son miroir chaque matin. À ce moment-là, Jean-Pierre Dubois, l'homme qui avait bâti un empire en ne laissant jamais rien se mettre en travers de son chemin, réalisa que son plus grand défi, et peut-être sa plus grande récompense, ne faisait que commencer. Il sortit son téléphone et appela son assistante. « Sophie, libérez mon emploi du temps pour demain après-midi et découvrez tout ce que vous pouvez sur la Fondation pour l'enfance. Je pense qu'il est temps que Dubois Technologies s'implique davantage dans leur travail. » Alors qu'il regardait Chloé et Antoine disparaître dans la nuit, Jean-Pierre ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être assez bien, peur d'aimer quelqu'un plus que le succès. Mais pour la première fois de sa vie, il était prêt à affronter cette peur de front. Le prochain chapitre de sa vie était sur le point de commencer. Et rien dans son MBA de HEC Paris ou ses années de rachat d'entreprise ne l'y avait préparé. Il avait un fils. Maintenant, il devait juste trouver comment être un père. Une semaine après l'événement caritatif, Jean-Pierre était assis dans sa voiture devant l'immeuble modeste de Chloé à Neuilly-sur-Seine. Le quartier était très différent de son appartement parisien de luxe, avec ses petits cafés et ses commerces familiaux. Il vérifia une dernière fois son reflet dans le rétroviseur, remarquant qu'il avait l'air plus nerveux que lors de sa dernière réunion. Du conseil d'administration. Son téléphone vibra. C'était Isabelle Moreau, la directrice marketing de son entreprise. « Jean-Pierre, nous avons besoin de vous pour l'appel de fusion Leroy. »« Pas maintenant, Isabelle. Je vous ai dit que je ne suis pas disponible cet après-midi. Mais les actionnaires, occupez-vous-en, dit-il fermement et raccrocha. Prenant une profonde inspiration, Jean-Pierre prit le paquet cadeau sur le siège passager et entra. Chloé avait accepté de le laisser rendre visite à Antoine aujourd'hui, bien qu'elle ait clairement indiqué que ce ne serait pas le jour où il dirait à Antoine qui il était vraiment. Chloé ouvrit la porte vêtue d'un jean et d'un simple pull, si différent des femmes d'affaires avec lesquelles Jean-Pierre avait l'habitude de traiter. « Vous êtes en avance, dit-elle. La circulation était fluide. Il montra le paquet. « J'ai apporté quelque chose pour Antoine. » Les yeux de Chloé se rétrécirent. « Nous devons établir quelques règles concernant les cadeaux, Jean-Pierre. Je ne veux pas que vous essayiez d'acheter son affection. C'est juste une maquette de fusée. J'ai remarqué qu'il aimait l'espace. » Avant que Chloé ne puisse répondre, Antoine entra en courant dans le salon. « Maman, je peux regarder la télé ?» Oh, il s'arrêta lorsqu'il vit Jean-Pierre. « Vous êtes l'homme de la fête, celui qui a parlé à maman. » La gorge de Jean-Pierre se serra. De près, la ressemblance était encore plus frappante. « Bonjour Antoine, je suis Jean-Pierre, je travaille avec la fondation de ta maman. Aimez-vous aussi les fusées ?» Antoine pointa le paquet dans les mains de Jean-Pierre. « J'avais l'habitude de les construire quand j'avais ton âge. » Jean-Pierre lança un coup d'œil à Chloé, qui hocha légèrement la tête. « Aimerais-tu construire celle-ci ?»« Ensemble ?» Le visage d'Antoine s'illumina. « Maman, on peut ?» Chloé sourit, mais Jean-Pierre put voir l'inquiétude dans ses yeux. « Bien sûr, chérie. Mais d'abord, les devoirs. » Déjà fait. Antoine brandit fièrement son devoir de mathématiques. Ils passèrent l'heure suivante par terre dans le salon, assemblant soigneusement la fusée. Jean-Pierre était étonné de la rapidité avec laquelle Antoine avait compris les instructions, posant des questions intelligentes sur la façon dont les pièces s'emboîtaient. « Tu es doué pour ça, » dit Jean-Pierre, regardant Antoine se concentrer sur la fixation des ailerons. « Maman dit que je suis doué pour réparer les choses. Comme quand sa cafetière est tombée en panne, j'ai compris que c'était juste un fil desserré. » Jean-Pierre croisa le regard de Chloé de l'autre côté de la pièce. Elle les regardait tout en faisant semblant de lire un livre. Son expression était un mélange d'inquiétude et de quelque chose de plus doux. « En parlant de réparer les choses, » continua Antoine, « pourriez-vous m'aider avec mon projet scientifique? Nous devons construire une machine simple, et maman n'est pas très douée pour ça. »« Antoine !» protesta Chloé, mais elle souriait.
J'adorerais, dit rapidement Jean-Pierre. Si ça va pour ta maman. Chloé hésita. On verra. L'après-midi passa trop vite. Lorsqu'il fut temps pour Jean-Pierre de partir, Antoine insista pour lui montrer sa chambre. Des affiches spatiales recouvraient les murs et un petit télescope était posé près de la fenêtre. C'est pour observer les étoiles, expliqua Antoine. Mais maman dit qu'on ne voit pas beaucoup d'étoiles en ville. Je connais un endroit en Provence où vous pouvez en voir des milliers, dit Jean-Pierre sans réfléchir. Peut-être un jour, Jean-Pierre. Le ton d'avertissement de Chloé l'arrêta. Bien sûr. Eh bien, merci de m'avoir laissé te rendre visite, Antoine. Je me suis amusé à construire la fusée. Tu reviendras? Demanda Antoine. Jean-Pierre regarda Chloé. Ça dépend de ta maman. Plus tard, alors que Chloé le raccompagnait à la porte, Jean-Pierre ne put s'empêcher de dire « Il est incroyable, Chloé. Tellement intelligent, tellement curieux. Il l'est, admit-elle. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il s'attache facilement et je ne le laisserai pas se faire mal. Je ne vais nulle part. C'est ce que vous dites maintenant. Mais que se passe-t-il lorsque le travail appelle, lorsque vous avez une crise à gérer ou une affaire à conclure? Comme sur commande, le téléphone de Jean-Pierre vibra à nouveau. Le nom d'Isabelle s'afficha sur l'écran. Chloé leva un sourcil. Vous devriez répondre. Vous ne voudriez pas faire attendre les actionnaires. Jean-Pierre mit le téléphone en silencieux. Ils peuvent attendre. C'est plus important. Prouvez-le, lança Chloé. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Soyez présent, soyez constant. C'est ce que signifie être père. De retour dans sa voiture, Jean-Pierre regarda son téléphone. 15 appels manqués, 37 messages textes. La fusion Leroy était probablement en train de tomber à l'eau. Il y a 6 mois, il serait retourné au bureau sans hésiter. Mais maintenant, tout ce à quoi il pouvait penser était le sourire d'Antoine lorsqu'ils avaient construit la fusée ensemble. La façon dont les yeux du garçon s'étaient illuminés lorsqu'il avait parlé des étoiles. La détermination familière sur son visage lorsqu'il avait résolu un problème. Jean-Pierre prit une décision. Il appela Isabelle. « La fusion peut attendre jusqu'à demain », lui dit-il. « Et Isabelle, libérez mon emploi du temps tous, les mercredis après-midi à partir de maintenant, aucune exception. Mais monsieur, le mercredi est le jour de la réunion du conseil d'administration. Alors déplacez la réunion du conseil d'administration. C'est non, négociable. » Ce soir-là, allongé dans son lit coûteux dans son appartement parisien de luxe parfait, Jean-Pierre ne pouvait pas dormir. Son esprit revenait sans cesse au petit appartement de Chloé, avec ses meubles dépareillés et ses murs couverts des œuvres d'Antoine. Cela ressemblait plus à une maison qu'à ce qu'il avait jamais eu. Son téléphone s'illumina d'un message entrant. C'était de Chloé, avec une photo jointe. Antoine, profondément endormi, serrant la fusée qu'ils avaient construite ensemble. Le message disait « Il a insisté pour la garder près de son lit. La même chose que vous faisiez, n'est-ce pas ?» Jean-Pierre regarda le message pendant longtemps. Comment le savait-elle? L'avait-il mentionné ce soir-là à Cannes? Il ne s'en souvenait pas, mais le fait qu'elle l'ait fait, qu'elle ait remarqué et retenu un tel détail à son sujet, a fait bouger quelque chose dans sa poitrine. Il répondit « Merci pour aujourd'hui, pour m'avoir donné une chance. » La réponse de Chloé arriva rapidement. « Ne me faites pas le regretter. » Jean-Pierre regarda par sa fenêtre les lumières de la ville, pensant aux étoiles qu'Antoine ne pouvait pas voir. Il se fit une autre promesse à ce moment-là. D'une manière ou d'une autre, il trouverait un moyen d'être le père qu'Antoine méritait, même si cela signifiait reconstruire tout son monde, à partir de zéro. La fusée n'était que le début. Maintenant, il devait prouver qu'il pouvait être là pour le long terme, un mercredi après-midi à la fois. 3 semaines de mercredi après-midi étaient repassées, et la secrétaire de Jean-Pierre n'était pas la seule à remarquer le changement dans son emploi du temps. Annelise Bernard, la directrice financière de l'entreprise et amie de longue date de Jean-Pierre, le coinça dans son bureau tôt lundi matin. « Le conseil parle, Jean-Pierre », dit Annelise en fermant la porte de son bureau. « Déplacer la réunion hebdomadaire du conseil sans explication? Prendre des après-midi mystérieux? Ce n'est pas comme vous. » Jean-Pierre leva les yeux de son ordinateur. « L'entreprise va bien. Ce n'est pas le problème. Antoine Moreau sème le trouble. Il suggère que vous perdez votre concentration, que c'est peut-être le moment pour une nouvelle direction. Antoine cherche à me prendre mon poste depuis des années, dit Jean-Pierre, mais quelque chose de froid s'installa dans son estomac. Antoine Moreau était non seulement membre du conseil d'administration, mais aussi le meilleur ami de son défunt père. Son opinion avait du poids. Annelise s'installa sur le bord de son bureau. « Que se passe-t-il vraiment, Jean-Pierre? Vous pouvez me le dire. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un texto de Chloé. « Antoine a eu un A+ à son projet scientifique. Il a hâte de vous le montrer demain. »
Un sourire traversa le visage de Jean-Pierre avant qu'il ne puisse le cacher. Les yeux d'Annelise s'écarquillèrent. « Il y a une femme, n'est-ce pas? C'est compliqué. Ça l'est toujours avec vous. » Annelise se leva. « Faites juste attention. » Antoine cherche la moindre excuse pour convoquer une réunion du conseil d'administration extraordinaire. Après son départ, Jean-Pierre regarda la photo sur son téléphone. Antoine brandissant fièrement son projet scientifique, un simple système de poulies sur lequel ils avaient travaillé ensemble mercredi dernier. L'opinion du conseil n'avait jamais compté aussi peu. L'après-midi suivant, Jean-Pierre entra dans l'immeuble de Chloé et découvrit une scène inattendue. Antoine pleurait et Chloé avait l'air contrariée. « Que s'est-il passé ?» demanda Jean-Pierre, le cœur battant. « Lucas, Martin m'a poussé à la récréation, » dit Antoine entre deux sanglots. « Il a dit que je mentais en disant que j'avais un père qui construisait des fusées. » Jean-Pierre se figea. Le visage de Chloé pâlit. « Antoine, chéri, dit-elle rapidement, Jean-Pierre est juste un ami qui... » « Mais Théo l'a vu me chercher au club scientifique la semaine dernière, » interrompit Antoine. « Il a dit que seuls les papas font ce genre de choses. » Jean-Pierre s'agenouilla au niveau d'Antoine, regardant Chloé d'un air impuissant. Il n'avait pas prévu ce moment. C'était trop tôt. Chloé prit une profonde inspiration et s'assit sur le canapé. « Antoine, viens ici, chéri. Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Le cœur de Jean-Pierre battait fort alors qu'Antoine montait sur le canapé entre eux. C'était le moment qui allait tout changer. « Tu sais que certaines familles sont différentes, » commença doucement Chloé. « Certains enfants vivent seulement avec leur maman, certains avec leur papa, certains avec les deux. Comme Léa, elle a 2 maisons parce que ses parents ont divorcé. » « Exactement. Eh bien, toi et moi, nous avons formé notre propre petite famille pendant longtemps. Mais, Chloé regarda Jean-Pierre, les larmes aux yeux. « Jean-Pierre est ton père. » Antoine regarda entre eux, son petit visage froncé en concentration. « Vraiment ?» Jean-Pierre hocha la tête, la gorge serrée. « Vraiment. Et je suis désolé de ne pas avoir été là avant, mais je veux être là maintenant, si ça te va. » Antoine resta silencieux pendant un long moment, puis il demanda « C'est pour ça qu'on se ressemble ?» Théo dit qu'on a les mêmes yeux. « Oui, » dit doucement Jean-Pierre, « c'est pour ça. Je peux t'appeler, papa ?» La simple question frappa Jean-Pierre comme un raz-de-marée. Il regarda Chloé, qui hocha légèrement la tête. « J'aimerais beaucoup ça. » Antoine jeta ses bras autour du cou de Jean-Pierre. Par-dessus l'épaule du garçon, Jean-Pierre vit Chloé essuyer ses larmes. Le moment fut interrompu par le téléphone de Jean-Pierre qui sonna. Le nom d'Antoine Moreau s'afficha sur l'écran. « Ne réponds pas, » dit doucement. « Chloé !» Jean-Pierre éteignit son téléphone. Ils passèrent le reste de l'après-midi à répondre aux questions d'Antoine. Pourquoi Jean-Pierre n'avait-il pas été là avant? Vivrait-il avec eux maintenant? Pourrait-il aller voir les étoiles dont il avait parlé? Une chose à la fois, répétait Chloé, mais Jean-Pierre pouvait voir qu'elle était aussi dépassée. Sophie raccompagna Jean-Pierre à la porte. « Tout change, » dit-elle. « Je sais, il va s'attendre à ce que tu sois là maintenant, vraiment là. Je le serai. » Sophie croise les bras. « Ton téléphone a sonné 6 fois pendant qu'on lui parlait. Ce n'est pas important. » Enfin, ici, c'est ta vie, Jean-Pierre. Réunion du conseil d'administration et affaires. Es-tu vraiment prêt à mettre ça en second? Avant que Jean-Pierre ne puisse répondre, son téléphone s'illumine d'un message d'Annelise. Réunion du conseil d'administration extraordinaire convoquée pour demain matin. Antoine les voit. Tu dois revenir ici, maintenant. Sophie voit le message. Vas-y, dit-elle. Occupe-toi de ta vraie vie. C'est ma vraie vie, insiste Jean-Pierre. Antoine est ma vraie vie maintenant. Prouve-le. La voix de Sophie est lasse. Parce que demain matin, tu vas devoir choisir. Et quoi que tu décides affectera Antoine pour le reste de sa vie. Jean-Pierre va à sa voiture, l'esprit bouillonnant. Antoine Moreau pourrait lui prendre sa société, la société que son père avait créée, celle que Jean-Pierre avait transformée en empire. Tout ce pourquoi il avait travaillé était en jeu. Son téléphone vibre. À nouveau. Cette fois, c'est une photo de Sophie. Antoine dort avec une photo encadrée de Jean-Pierre sur sa table de chevet. Le message dit « Il t'aime déjà. Ne me fais pas regretter de le lui avoir dit. » Jean-Pierre démarre sa voiture, sachant enfin ce qu'il doit faire. Demain matin, tout changera, mais pas comme Antoine Moreau le prévoit. Pour la première fois de sa vie, Jean-Pierre Dubois était prêt à risquer son empire pour quelque chose de plus important. Il espérait juste qu'il n'était pas trop tard. La salle de réunion du conseil d'administration de Dubois Technologies était bondée le lendemain matin. Jean-Pierre pouvait sentir la tension en entrant, le portrait de son père le regardant, de haut en bas depuis le mur. Antoine Moreau était assis au bout de la table, un léger sourire sur le visage. « Jean-Pierre, » dit Antoine se levant, « ravi que tu puisses te joindre à nous. On commençait à se demander si tu viendrais. »
Arrête de jouer la comédie, Antoine. Jean-Pierre reste debout. On sait tous les deux pourquoi tu as convoqué cette réunion. Annelise croise son regard de sa place, le prévenant silencieusement de rester calme. Les autres membres du conseil d'administration s'agitent inconfortablement sur leurs chaises. Très bien, dit Antoine. En tant que membre, seigneur du conseil et plus vieil ami de ton père, je me sens obligé d'aborder les préoccupations concernant ton récent comportement. Il sort un dossier. Réunion manquée, rendez-vous annulé, disparition mystérieuse tous. Les mercredis après-midi. Ma vie privée ne regarde pas le conseil. Si, quand cela affecte l'entreprise. Antoine regarde autour de la table. La fusion Leroy est au point mort. L'accord de Singapour est dans les limbes. Et maintenant, j'entends des rumeurs à ton sujet passant du temps à Neuilly-sur-Seine de tous les endroits. Jean-Pierre sent son téléphone vibrer. Un message de Sophie. Antoine voulait te souhaiter bonne chance. Quoi qu'il arrive, on est fiers de toi. Une photo d'Antoine faisant un pouce levé et jointe. Quelque chose se tasse dans la poitrine de Jean-Pierre. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Tu as raison, Antoine, j'ai été distrait ces derniers temps. Jean-Pierre va à l'avant de la salle. J'ai été distrait par quelque chose de beaucoup plus important que les rapports trimestriels ou les accords de fusion. Il affiche une photo sur l'écran principal de la salle de réunion. Antoine au concours scientifique, rayonnant de fierté. Voici mon fils. La salle éclate en murmures. Annelise ouvre la bouche. Il y a 6 ans, j'ai fait le choix de me concentrer uniquement sur les affaires. J'ai raté les 6 premières années de la vie de mon fils parce que je pensais que cette entreprise était tout ce qui comptait. Jean-Pierre regarde directement Antoine. Je ne raterai plus un seul jour. C'est exactement ce dont je parle, dit Antoine. Tu laisses les émotions troubler ton jugement. Ton père serait déçu. Mon père? Jean-Pierre. Rick, mon père a raté chaque anniversaire, chaque pièce de théâtre scolaire, chaque moment qui comptait. J'ai juré que je le rendrais fier en réussissant, mais tu sais quoi? J'en ai fini de mesurer le succès par les cours de la bourse. Il se tourne pour s'adresser à l'ensemble du conseil. Je ne démissionne pas, mais je vais faire des changements. À partir d'aujourd'hui, je restructure le leadership de l'entreprise. Annelise prendra la direction des opérations, gérant les opérations quotidiennes. Annelise se redresse, surprise. Je resterai PDG en me concentrant sur la stratégie et les décisions importantes. Mais je ne sacrifierai pas ma famille pour cette entreprise. Plus jamais. Le visage d'Antoine rougit. Tu ne peux pas faire ça. On a les voix. Non, vous ne les avez pas. Jean-Pierre sourit. Pendant que vous prépariez cette réunion, je passais des coupes de fil. La famille Leroy, ils me soutiennent. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que lorsque je leur ai dit que je restructurais l'entreprise pour passer plus de temps avec mon fils, le vieux Leroy a dit que c'était la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. Il affiche une autre diapositive, un graphique montrant la performance boursière de l'entreprise. Nos chiffres n'ont pas baissé. Au contraire, ils sont plus forts. Il s'avère qu'avoir un PDG qui comprend l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est bon pour les affaires. Jean-Pierre fait le tour de la table, regardant chaque membre du conseil dans les yeux. Mon père a construit cette entreprise en sacrifiant tout le reste. Je l'ai transformée en empire de la même manière. Mais à quoi sert un empire? Si on est seul, son téléphone vibre à nouveau. Sophie, l'école d'Antoine vient d'appeler. Il s'est battu pour te défendre. On a besoin de toi. Jean-Pierre prend une profonde inspiration. Cette réunion est levée. Annelise, tu auras les documents de restructuration demain. Antoine, tu peux soit travailler avec nous, soit démissionner. À toi de choisir. Tu vas le regretter. Menace Antoine. Non, dit Jean-Pierre tranquillement. Pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose que je ne regretterai pas. Il prend son manteau et se dirige vers la porte. Où vas-tu? Antoine lui crie après. On n'a pas fini. Si, mon fils a besoin de moi. Le trajet jusqu'à l'école d'Antoine a été les 20 minutes les plus longues de la vie de Jean-Pierre. Il trouve Sophie qui fait les 100 pas devant le bureau du directeur. Que s'est-il passé? Demanda-t-il. Lucas Martin disait des méchancetés à ton sujet, que tu faisais semblant d'être le père d'Antoine parce que tu avais pitié de lui. Les yeux de Sophie sont rouges. Antoine l'a frappé. Jean-Pierre ressent un mélange de fierté et d'inquiétude. Va-t-il bien? Il est suspendu pour 2 jours, mais Jean-Pierre, Sophie le touche au bras. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait besoin de son père. La porte du bureau du directeur s'ouvre et Antoine en sort, petit et effrayé. Quand il voit Jean-Pierre, son visage se crispe. « Désolé », murmure Antoine, « je n'avais pas l'intention de faire des bêtises. » Jean-Pierre s'agenouille et le prend dans ses bras. « Je suis là, mon pote. Je suis juste là. » Par-dessus l'épaule d'Antoine, il voit Sophie les regarder, les larmes aux yeux. « Tu as quitté ta réunion, dit-elle doucement.
Certaines choses sont plus importantes que les réunions. Ce soir-là, ils sont assis sur le canapé de Sophie, Antoine dormant entre eux après une journée émotionnellement épuisante. Jean-Pierre a commandé des pizzas et ils ont passé des heures à parler de tout et de rien. « Que se passe-t-il maintenant » demande Sophie. « Maintenant ?» Jean-Pierre regarde leur fils qui dort. « Maintenant, je tiens ma promesse. Je suis là pour lui. Pour vous deux, si vous me le permettez. Et l'entreprise ? L'entreprise survivra. J'ai de bonnes personnes là-bas. » Il prend sa main. « J'ai passé tant d'années à essayer de rendre mon père fier. Mais aujourd'hui, en regardant Antoine, j'ai réalisé quelque chose. Quoi ? Je veux que mon fils soit fier de moi. Non pas parce que je suis riche ou réussi, mais parce que j'étais là quand il avait besoin de moi. » Sophie serre sa main. « Il est déjà fier de toi, moi aussi. » Dehors, les lumières de la ville scintillent comme des étoiles. Jean-Pierre se souvient du télescope d'Antoine, de son rêve de voir de vraies étoiles. « À quoi penses-tu » demande Sophie. « Je pense qu'il est temps de changer. Un grand changement. » Il se tourne vers elle. « Qu'en penses-tu des maisons avec des jardins, quelque part loin des lumières de la ville, où tu peux voir les étoiles ?» Les yeux de Sophie s'écarquillent. « Jean-Pierre, je ne dis pas d'emménager ensemble. Juste plus près, où Antoine peut avoir de l'espace pour construire des fusées et regarder les étoiles, où on peut comprendre ce qu'il y a entre nous, sans que le monde entier nous regarde. Et ton conseil ? L'entreprise. Ils s'adapteront, je l'ai déjà fait. » Il sourit. « D'ailleurs, j'ai entendu dire que les écoles sont meilleures en Provence. » Antoine bouge entre eux, marmonnant quelque chose à propos de fusées dans son sommeil. Jean-Pierre et Sophie échangent un regard plein de possibilités, de peur et d'espoir. L'empire que Jean-Pierre avait bâti était en train de changer, de se transformer en quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Mais assis là, avec son fils dormant paisiblement, et la main de Sophie dans la sienne, il savait qu'il était enfin en train de construire quelque chose qui comptait vraiment. 2 mois se sont écoulés depuis l'affrontement dans la salle du conseil d'administration. Le soleil de fin d'été brillait sur une belle maison coloniale à Gordes en Provence, tandis que Jean-Pierre regardait les camions de déménagement s'arrêter sur le trottoir. Il avait trouvé l'endroit idéal, une maison de 4 chambres avec un immense jardin, à seulement 30 minutes de son bureau parisien. « Le télescope ira parfaitement ici », dit-il, montrant à Antoine le balcon du 2e étage qui donnait sur les lumières de la ville. « On pourra observer les étoiles quand tu veux. » Antoine sautille d'excitation. « On peut le faire ce soir ? Installons-nous d'abord, mon chéri », appelle Sophie de l'étage inférieur, où elle dirige les déménageurs, avec des cartons provenant de leur appartement parisien de luxe. Ils avaient décidé de faire les choses correctement. Sophie et Antoine auraient leur propre espace dans la maison principale, tandis que Jean-Pierre resterait dans la maison, d'hôte, jusqu'à ce qu'ils comprennent les choses. Ce n'était pas conventionnel, mais rien dans leur situation ne l'était. Monsieur Dubois, l'un des déménageurs, s'approche avec un air inquiet. « Il y a un homme au portail qui insiste pour vous parler. Il dit s'appeler Antoine Moreau. » La mâchoire de Jean-Pierre se serre. « Antoine, pourquoi tu n'aides pas ta maman avec les cartons ?» Au portail, Antoine se tenait appuyé contre sa voiture de luxe, ayant l'air déplacé dans ce cadre suburbain. Un sacré changement par rapport à votre appartement parisien de luxe, dit Antoine, observant la propriété. Est-ce que jouer à la famille heureuse vous fait vous sentir mieux d'avoir trahi l'héritage de votre père? Que veux-tu, Antoine? Te prévenir. L'accord de Singapour est en train de tomber à l'eau sans que tu y portes toute ton attention. Le conseil est nerveux. Annelise s'en occupe. Annelise n'est pas une Dubois. Antoine se rapproche. Ton père a construit cette entreprise pour sa famille, pour son fils, pas pour une femme qui est clairement après ton argent. Les poings de Jean-Pierre se serrent. N'ose pas parler de Sophie de cette façon. Réveille-toi, Jean-Pierre. Elle t'a caché ton fils pendant 6 ans. Maintenant, soudain, elle est prête à jouer à la famille dans une propriété de plusieurs millions d'euros, comme c'est pratique. Pars, maintenant. La presse adorerait cette histoire, poursuit Antoine. Le PDG milliardaire Jean-Pierre Dubois, manipulé par une ancienne aventure d'un soir, et son fils bien commode. As-tu même fait un test de paternité? Le bruit d'une porte qui claque les fait tous les deux se retourner. Sophie se tient là, le visage blanc de colère. « Comment osez-vous » dit-elle en marchant vers eux. « Vous pensez que je veux son argent? J'ai élevé mon fils seul pendant 6 ans parce que je pensais que Jean-Pierre méritait mieux que d'être piégé par l'obligation. Je me suis trompé là-dessus, mais j'essayais de les protéger tous les deux. Sophie, tu n'as pas besoin de t'expliquer, commence Jean-Pierre. Si, elle fait face à Antoine. Tu veux un test de paternité? Très bien, fais-le. Tu veux fouiller dans ma vie? Vas-y. Mais sache ceci, je gagne mon propre argent, depuis le premier jour,
Et cette maison, je paie ma part du loyer. Antoine semble pris au dépourvu. Loyer? Oui, loyer, dit Jean-Pierre, parce que Sophie a refusé que je l'achète directement. On loue avec une option d'achat, en partageant tous les coûts équitablement. Non pas que ça te regarde. Papa, la voix d'Antoine vient de la porte d'entrée. Tout va bien? Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent à la vue du garçon, le reflet indéniable de Jean-Pierre à cet âge-là. Tout va bien, mon pote, répond Jean-Pierre. Monsieur Moreau partait juste. Antoine rajuste sa cravate, essayant de retrouver son calme. Ce n'est pas fini. Si. La voix de Jean-Pierre est froide. Tu peux soit accepter les changements que j'ai faits, soit présenter ta démission. De toute façon, tu ne menaceras plus jamais ma famille. Après que la voiture d'Antoine ait disparu dans la rue bordée d'arbres, Sophie laisse échapper un souffle tremblant. Il a raison sur un point, dit-elle doucement. Cela pourrait te faire du mal, la presse, les actionnaires. Laisse-les parler. Jean-Pierre prend sa main. J'ai passé toute ma vie à m'inquiéter de ce que les autres pensent. Plus maintenant. À l'intérieur, il trouve Antoine dans ce qui sera sa nouvelle chambre, rangeant soigneusement ses livres sur une étagère. « Salut mon pote », dit Jean-Pierre. « Et si on faisait une pause dans le déballage et qu'on prenait une glace? Il y a un super endroit en ville. » Le visage d'Antoine s'illumine. « On peut la manger dans le jardin? Pourquoi pas? On devrait commencer à inaugurer notre nouvel endroit pour observer les étoiles. » Alors qu'ils se dirigent vers la crèmerie, Antoine entre eux tenant leurs deux mains. Plusieurs voisins leur font signe de la main. Cela semble irréel à Jean-Pierre, si différent des hochements de tête impersonnels de son concierge parisien. Les Richardson nous ont invités à leur barbecue le week-end prochain, mentionne Sophie. Apparemment, Antoine et leur fils Raphaël sont dans la même classe. Un barbecue? Jean-Pierre ne se souvient pas de la dernière fois qu'il avait été à un barbecue. Bienvenue dans la vie de banlieue, taquine Sophie. Il faut te remettre à niveau sur tes compétences en grillade. Plus tard, dans la soirée, au coucher du soleil, ils sont assis dans le jardin. Antoine est occupé à installer son télescope, tandis que Sophie et Jean-Pierre les regardent depuis les chaises de patio. « J'ai reçu une offre d'emploi », dit soudainement Sophie, « un poste de rédactrice au Dauphiné libéré. » Jean-Pierre se tourne vers elle, surpris. « Tu quittes la Fondation ? La Fondation a une excellente direction maintenant, et j'aime le journalisme. » Elle a l'air nerveuse. « C'est moins d'argent que ce que je gagne maintenant, mais prends-la, dit Jean-Pierre. Si c'est ce que tu veux, prends-la. Vraiment ? Sophie, je n'ai jamais voulu que tu abandonnes tes rêves. Je veux juste en faire partie. Elle sourit, lui tendant la main. Tu en fais partie. Tout cela, c'est plus que ce dont j'ai jamais rêvé. Maman, papa, appelle Antoine avec enthousiasme. Je vois Jupiter. Ils le rejoignent au télescope, observant à tour de rôle la planète brillante. Jean-Pierre regarde Sophie aider Antoine à ajuster la mise au point. Tous, les deux parlant avec enthousiasme de l'espace. Son téléphone vibre. Annelise appelle à propos de l'accord de Singapour. Pour la première fois de sa vie, Jean-Pierre appuie sur « ignorer » sans hésiter. Certaines choses sont plus importantes que les affaires, comme apprendre à son fils à connaître les étoiles et tomber un peu plus amoureux de Sophie chaque jour. Bien sûr, Antoine pourrait causer des problèmes, la presse pourrait parler, le conseil pourrait s'inquiéter, mais debout dans son nouveau jardin, regardant les personnes qu'il aimait le plus au monde explorer le ciel nocturne ensemble, Jean-Pierre savait qu'il avait enfin trouvé ce que le vrai succès ressentait. « Papa, fais un vœu. » Antoine pointe une étoile filante. Jean-Pierre regarde son fils, puis Sophie. « Pas besoin, mon pote. J'ai tout ce que je pouvais souhaiter juste ici. » Sophie croise son regard. Et à ce moment-là, ils savent, tous les deux. Cette famille non conventionnelle pourrait ne pas être parfaite, mais c'est exactement ce dont ils avaient tous besoin. Les étoiles scintillent au-dessus d'eux, témoins d'un nouveau départ. Au loin, les lumières de Paris brillent comme un rappel de la vie que Jean-Pierre laisse lentement derrière lui. Mais ici, dans ce jardin, avec les personnes qu'il aime, il construit quelque chose de meilleur. Une étoile, un sourire, un moment à la fois. Les feuilles d'automne devenaient dorées à Gordes, lorsque les premiers signes de trouble sont apparus. Jean-Pierre aidait Antoine à faire ses devoirs dans la cuisine, lorsque Sophie a fait irruption par la porte, le visage pâle. « As-tu vu ça ?» Elle lance un exemplaire de challenge sur le comptoir. Le titre disait « Héritier du bois, un scandale d'enfants illégitimes ébranle l'empire technologique ». Jean-Pierre couvre rapidement les yeux d'Antoine. « Mon pote, pourquoi tu n'allais pas finir tes devoirs à l'étage ?» Une fois Antoine hors de portée, Jean-Pierre prend le magazine. Le nom d'Antoine Moreau est cité tout au long de l'article, suggérant que Sophie avait orchestré le tout pour prendre le contrôle de Dubois Technologies. « Il essaie de nous détruire », murmure Sophie en s'affaissant sur une chaise.
Le téléphone de Jean-Pierre commence à sonner. Annelise appelle. L'action baisse, dit-elle lorsqu'il répond. L'accord de Singapour est officiellement mort. Jean-Pierre, on a besoin de toi au bureau à plein temps. Je ne peux pas simplement. Le conseil convoque une réunion extraordinaire, demain matin. Sophie observe son visage, le sachant déjà. Vas-y, dit-elle doucement. On va bien. Mais il n'allait pas bien. Tout commençait à se défaire. Jean-Pierre était pris au piège de journée de 18 heures en réunion du conseil d'administration, essayant de sauver son entreprise. Le nouveau travail de Sophie au Dauphiné libéré devenait gênant lorsque ses propres journalistes commencèrent à poser des questions sur le scandale. Le pire était ce qui s'était passé à l'école d'Antoine. « Il se fait harceler », dit Sophie à Jean-Pierre un soir après qu'Antoine soit allé se coucher. « Les autres enfants ont vu les articles en ligne. Ils disent des choses horribles. » Jean-Pierre passa ses mains dans ses cheveux épuisés. « Je vais parler au directeur. »« Quand ? Tu es à peine là. » La voix de Sophie se brisa. « Je sais que tu essaies de sauver ton entreprise, mais notre fils a aussi besoin de toi. »« Notre fils ?» Jean-Pierre leva les yeux. « Donc maintenant c'est notre fils. Parce que lorsqu'Antoine Moreau a suggéré un test de paternité, tu crois vraiment ces mensonges ?» Sophie recula, la douleur emplissant ses yeux. « Après tout, non, Jean-Pierre tendit la main vers elle, mais elle s'écarta. « Je suis juste fatigué, les réunions du conseil, la presse. Je comprends, c'est difficile. Mais nous repousser n'est pas la solution. Je ne te repousse pas. » Une petite voix les interrompit. « Vous vous disputez à cause de moi ?» Ils se retournèrent pour trouver Antoine en pyjama, les larmes aux yeux. « Oh, mon chéri, non !» se précipita Sophie vers lui. « Les enfants de l'école disent que tu n'es pas vraiment mon père. » Antoine regarda Jean-Pierre. « Ils disent que maman ne veut que ton argent. » Jean-Pierre sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il s'agenouilla devant son fils. « Antoine, écoute-moi. Tu es mon fils. Je t'aime plus que tout au monde. Alors pourquoi n'es-tu plus jamais là ?» La question resta suspendue dans l'air comme un lourd nuage. Jean-Pierre regarda Sophie, vit la même douleur se refléter dans ses yeux. « Parce que je suis un idiot, » dit-il finalement. « Mais ça va changer, tout de suite. » Il sortit son téléphone et appela Annelise. « Annule la réunion du conseil de demain, » dit-il, et appelle une conférence de presse pour lundi matin. « Jean-Pierre, tu ne peux pas... »« Si je peux, il est temps de mettre fin à ça. » Après avoir raccroché, il se tourna vers sa famille. « Antoine, et si on faisait l'école buissonnière demain ? Tous les trois ?» Sophie leva un sourcil. « Qu'as-tu en tête ?» Le lendemain matin, ils se rendirent au Palais de la Découverte à Paris. Les yeux d'Antoine étaient grands ouverts, alors qu'il regardait les étoiles tourbillonner au-dessus d'eux dans le dôme. « C'est tellement cool », murmura-t-il. Jean-Pierre serra la main de Sophie dans le noir. « Je suis désolé, » dit-il doucement, « d'avoir laissé Antoine Moreau me manipuler, de ne pas être là. »« Je sais, » murmura-t-elle en retour, « mais Jean-Pierre, si on veut que ça marche, il faut qu'on forme une équipe. Fini de laisser des forces extérieures nous déchirer. » Après le Palais de la Découverte, ils mangèrent des hot-dogs au jardin du Luxembourg. Antoine leur racontait un nouveau livre sur l'espace qu'il voulait quand Jean-Pierre remarqua les paparazzis. « Ne regarde pas, » dit-il à Sophie. « Mais on a de la compagnie. » Elle se raidit. « Devrions-nous partir ?»« Non. » Jean-Pierre se leva. « En fait, c'est parfait. » Il alla directement vers les photographes. « Vous voulez une histoire ? Soyez au Dubois Technologies lundi matin. Vous aurez un sacré titre. » Le week-end passa trop vite. Dimanche soir, alors qu'ils étaient assis dans la cour arrière, à regarder les étoiles à travers le télescope d'Antoine, Sophie posa enfin la question. « Que vas-tu faire demain ? » « Ce que j'aurais dû faire il y a des semaines. » Jean-Pierre la serra contre lui. « Défendre ce qui compte. » Lundi matin, le hall des Dubois Technologies était rempli de journalistes. Antoine Moreau se tenait avec suffisance près de l'entrée, s'attendant clairement à ce que Jean-Pierre démissionne. Au lieu de cela, Jean-Pierre entra avec Sophie et Antoine à ses côtés. « Bonjour », commença-t-il. « Pendant des semaines, il y a eu des rumeurs et des spéculations sur ma famille. Aujourd'hui, je suis là pour mettre les choses au clair. » Il regarda Antoine Moreau. « Oui, j'ai un fils que je n'ai pas connu pendant 6 ans parce que j'étais exactement le genre d'homme qui mettait les affaires avant tout. Sophie ne m'a pas caché Antoine pour de l'argent, elle l'a caché parce qu'elle pensait qu'il méritait mieux qu'un père qui se souciait plus des cours de bourse que des histoires pour enfants. » Les journalistes griffonnèrent frénétiquement. « Je ne suis plus cet homme, » continua Jean-Pierre. « Donc oui, j'ai réorganisé cette entreprise pour passer plus de temps avec ma famille. Oui, j'ai déménagé en banlieue. Et oui, la femme que vous avez diffamée dans la presse est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, parce qu'elle m'a fait le plus grand cadeau de tous, la chance d'être un père.
Il se tourna vers Antoine Moreau. « Vous voulez ma démission ? La voici, je démissionne de mon poste de PDG au quotidien. Annelise prendra le relais des opérations. Je resterai président du conseil d'administration en me concentrant sur la stratégie à long terme. Et si un membre du conseil a un problème avec ça, il y a la porte. » La salle éclata de chaos. Mais Jean-Pierre n'avait pas fini. « Une dernière chose, dit-il par-dessus le bruit. À tous ceux qui pensaient pouvoir briser ma famille avec des mensonges et des menaces, vous avez échoué. Nous sommes plus forts que jamais. » Il regarda Sophie et Antoine, vit la fierté dans leurs yeux et sut qu'il avait enfin fait le bon choix. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison à Gordes, Antoine leur montrait son dernier dessin spatial. « L'entreprise va-t-elle bien aller ?» demanda Sophie doucement. Jean-Pierre sourit. L'action a en fait augmenté après la conférence de presse. Il s'avère que les gens aiment les entreprises dirigées par des dirigeants humains qui accordent la priorité à la famille. Et Antoine Moreau? Il a démissionné cet après-midi. Apparemment, il n'a pas apprécié d'être publiquement mis en cause. Sophie s'appuya contre lui. « Va-t-on bien aller ?» Jean-Pierre regarda leur fils expliquer avec enthousiasme les constellations dans son dessin. « Plus que bien, nous allons être exactement ce que nous aurions dû être depuis le début, une famille. » Dehors, les étoiles brillaient, vivement dans le ciel clair de la Provence, témoins d'un nouveau chapitre de leur histoire. Les nuages d'orage étaient passés, laissant derrière eux quelque chose de plus fort, quelque chose de réel. Et cette fois, Jean-Pierre n'allait laisser rien menacer cela à nouveau. La période des fêtes approchait à Gordes, et la première neige avait recouvert les pelouses de leur quartier. Jean-Pierre se tenait dans la cuisine de la maison d'amis, regardant la petite boîte en velours dans sa main. Après 4 mois de vie dans des maisons séparées sur la même propriété, il était prêt à passer à l'étape suivante. La bague avait appartenu à sa mère, le seul bijou qu'elle avait gardé après son divorce avec son père. L'amour n'est pas une question de richesse, lui avait-elle dit il y a des années. C'est choisir l'autre chaque jour. Son téléphone vibra. Annelise appelait avec les rapports trimestriels. Tout s'était stabilisé depuis la conférence de presse. L'entreprise allait mieux que jamais et Jean-Pierre trouvait enfin le bon équilibre entre travail et famille. « Papa !» La voix d'Antoine porta de la maison principale. « Viens vite, maman pleure !» Le cœur de Jean-Pierre s'arrêta. Il fourra la boîte à bagues dans sa poche et courut à travers la cour enneigée. Il trouva Sophie dans le salon tenant une lettre et pleurant. Antoine flottait à proximité, inquiet. « Soph, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle leva les yeux, les larmes coulant sur son visage. « Mon article, celui sur la corruption de l'hôpital, pour enfants. Il a remporté un prix Albert Londres. »« Quoi ?» Jean-Pierre éclata en un large sourire. « C'est incroyable. Ils veulent que j'aille à Paris pour le recevoir. Il y a une grande cérémonie et... » Elle hésita. « Ils veulent que je reprenne le poste de rédactrice en chef du Dauphiné libéré. »« Maman, c'est tellement cool !» Antoine la serra dans ses bras. Jean-Pierre ressentit une vague de fierté. En quelques mois seulement, Sophie avait révélé un scandale majeur à l'hôpital pour enfants local, révélant comment l'argent des dons était utilisé à mauvais escient. Sa série d'articles avait conduit à des arrestations et à des réformes. « On devrait fêter ça, » dit Jean-Pierre. « Dîner en famille dans ce restaurant italien que tu aimes ?» Sophie essuya ses yeux, souriant. « En fait, je pensais qu'on pourrait peut-être fêter ça à la maison, tous ensemble. » La signification de ces paroles n'échappa pas à Jean-Pierre. Ils avaient fait attention à maintenir des espaces séparés, mais dernièrement, les lignes s'étaient estompées. Antoine se déplaçait librement entre les deux maisons et ils passaient de toute façon la plupart de leurs soirées ensemble. Ce soir-là, après qu'Antoine soit allé se coucher, Sophie et Jean-Pierre s'assirent sur la balançoire du porche de la maison principale, partageant une bouteille de vin. « Tu te souviens du premier jour de l'événement caritatif ?» demanda Sophie. « Quand tu as vu Antoine ? Comment pourrais-je oublier? J'étais terrifié. Et maintenant? Maintenant, je n'imagine pas la vie sans vous deux. » Jean-Pierre prit sa main. C'est pourquoi une portière de voiture claqua dans l'allée, interrompant le moment. À leur grande surprise, la mère de Jean-Pierre, Martine Dubois, sortit d'un taxi. « Maman ?» Jean-Pierre se leva. « Que fais-tu ici ?» Martine ne lui avait pas parlé depuis le scandale de la conférence de presse. Elle avait voyagé en Europe, évitant toute la situation. Une mère ne peut-elle pas rendre visite à son fils? Elle regarda autour du cadre de banlieue. Et rencontrer son petit-fils? Sophie serra la main de Jean-Pierre. Antoine dort, mais nous serions ravis de vous recevoir pour le petit déjeuner demain. Les yeux d'Éléonore se rétrécirent légèrement. Vous devez être Sophie, la journaliste. Maman. Ça avertit Jean-Pierre. Sois gentille. Je suis toujours gentille, chérie.
Martine passa devant eux et entra dans la maison. « Oh, comme c'est douillet, différent de votre appartement parisien de luxe. » Jean-Pierre et Sophie échangèrent un regard. Ce n'est pas comme ça qu'ils avaient prévu leur soirée. Le lendemain matin, Antoine était ravi de rencontrer sa grand-mère. À la surprise de tous, Martine était merveilleuse avec lui. Elle a écouté tous ses faits sur l'espace, véritablement impressionnée par ses connaissances. « Il est comme toi à cet âge-là, » dit-elle à Jean-Pierre, toujours curieux, toujours en train de poser des questions. Pendant le petit déjeuner, Martine regarda Sophie et Jean-Pierre se déplacer l'un autour de l'autre dans la cuisine, vit comment les yeux d'Antoine s'illuminaient lorsqu'il leur parlait tous les deux. « Tu sais, » dit soudainement Martine, « j'avais tort à propos de tout ça. » Jean-Pierre faillit laisser tomber la cafetière. « Quoi ? Je pensais que tu faisais une sorte de crise de la quarantaine. Abandonner l'entreprise, déménager en banlieue. » Elle sourit à Antoine, qui lui montrait son dernier dessin spatial. « Mais tu es heureux, vraiment heureux. Je n'ai pas vu ça depuis que tu étais enfant. » Sophie s'assit à côté de Martine. « On essaie de faire les choses correctement. Prendre notre temps. S'assurer qu'Antoine est d'accord avec tout. Prendre notre temps ?» Martine rit. « Chérie, j'ai vu la façon dont mon fils te regarde. Et toute cette histoire de maison séparée, c'est ridicule. »« Maman !» protesta Jean-Pierre. « Quoi ? Je dis juste ce que tout le monde pense. » Martine sortit quelque chose de son sac à main. Un vieux album photo. « Antoine, tu veux voir des photos de ton papa quand il avait ton âge ?» Alors qu'Antoine et Martine examinaient les photos, Jean-Pierre tira Sophie dans la cuisine. « Je suis désolé pour ma mère, » commença-t-il. « Ne le sois pas. » Sophie sourit. « Elle a raison, tu sais. » « À propos de quoi ? » ?»« Des maisons séparées. C'est ridicule. » Elle se rapprocha. « Peut-être qu'il est temps qu'on parle de changer ça. » La main de Jean-Pierre alla à la boîte à bagues dans sa poche. Ce n'est pas comme ça qu'il avait prévu, mais peut-être que les moments parfaits n'avaient pas besoin d'une planification parfaite. « Sophie, » commença-t-il. « Papa, » appela Antoine depuis le salon. « C'est vraiment toi dans le costume de cosmonaute ?» Le moment fut brisé, mais les yeux de Sophie lui dirent qu'il finirait cette conversation plus tard. Ce soir-là, après que Martine soit allée à son hôtel et qu'Antoine soit au lit, ils s'assirent dans la cour malgré le froid. « Ta mère m'a donné quelque chose, » dit Sophie doucement. Elle sortit une vieille photographie, Jean-Pierre bébé, portant un petit bracelet en argent. Elle a dit que c'était ton premier bijou, qu'elle l'avait gardé toutes ces années en espérant. En espérant quoi ? Que tu trouverais quelqu'un à qui le donner, pour ton propre enfant. La voix de Sophie trembla. Elle veut qu'Antoine l'ait. Jean-Pierre sentit sa gorge se serrer. Maman ne donne jamais ses objets de famille. Elle a dit qu'Antoine était de la famille, que tu étais de la famille. Sophie le regarda. L'est-on ? Vraiment ? Jean-Pierre tendit la main vers la boîte à bagues, mais encore une fois le moment fut interrompu, cette fois par la voix d'Antoine depuis la fenêtre de sa chambre. Maman, papa, je peux voir la pluie de météores. Ils se précipitèrent à l'étage dans la chambre d'Antoine, où il sautait d'excitation près de son télescope. Ensemble, ils ont regardé les traînées de lumière peindre le ciel. « Faites un vœu », leur dit Antoine. Jean-Pierre regarda Sophie, leur fils, cette vie qu'ils avaient reconstruite ensemble. Il n'avait plus besoin de faire de vœux. Il avait juste besoin du bon moment pour poser la question qui rendrait leur famille complète. Plus tard, seul dans la maison d'amis, il tint la bague à la lumière de la lune. « Bientôt », pensa-t-il. « Très bientôt. » Dehors, les étoiles d'hiver brillaient, comme des promesses attendant d'être tenues. Dans la maison principale, il pouvait voir les lumières encore allumées dans le bureau de Sophie, probablement en train de travailler sur son discours d'acceptation de rédactrice en chef. Leur arrangement non conventionnel avait fonctionné pendant un certain temps. Mais Jean-Pierre savait que sa mère avait raison. Il était temps de passer à l'étape suivante. Il était temps d'officialiser leur famille. Il espérait juste que Sophie était prête aussi. Noël était dans une semaine et Jean-Pierre avait tout prévu. Il organiserait pour qu'Antoine l'aide à décorer la maison principale pendant que Sophie serait à la cérémonie du prix Albert Londres à Paris. Il mettrait l'arbre, accrocherait des lumières et quand Sophie rentrerait à la maison, il lui ferait sa demande juste là, sous le sapin de Noël, avec Antoine à ses côtés. Parfait, simple, axé sur la famille. Tout ce que Sophie voudrait. Mais la vie avait d'autres projets. « Que voulez-vous dire ? Elle est de retour ?» demanda Jean-Pierre à Anne-Lise au téléphone. Isabelle Dubois vient d'acheter une participation importante dans Dubois Technologies, expliqua Anne-Lise. Elle exige un siège au conseil d'administration. Jean-Pierre sentit un mal de tête arriver. Isabelle était son ex-fiancée d'il y a des années,
la femme qu'il avait presque épousée avant de réaliser qu'elle ne se souciait que de son argent. « Bloquez ça, dit-il. Nous ne pouvons pas. Elle travaille avec certains, des anciens alliés d'Antoine Moreau. Jean-Pierre, elle parle à la presse à propos de Sophie. » Jean-Pierre regarda par la fenêtre de sa maison d'amis, la maison principale, où Sophie aidait Antoine à construire un bonhomme de neige. Ils avaient en l'air si heureux, si parfaits. Que dit-elle? Que Sophie était son amie. À l'époque, que Sophie vous a délibérément couru après pour briser vos fiançailles. Le sang de Jean-Pierre glaça. C'est impossible. Sophie et moi nous sommes rencontrés à une conférence. Isabelle a des photos, Jean-Pierre, d'avant la conférence. Sophie était une journaliste qui couvrait votre annonce de fiançailles. Le nez de carotte du bonhomme de neige tomba et le rire de Sophie porta à travers la cour alors qu'elle aidait Antoine à le réparer. Tout cela était-il un mensonge? Je dois y aller, dit-il à Annelise. Il se retrouva à traverser la cour enneigée, l'esprit en ébullition. Sophie leva les yeux lorsqu'il s'approcha, son sourire s'estompant lorsqu'elle vit son expression. « Antoine, mon pote, tu peux aller chercher d'autres carottes dans la cuisine ?» demanda Jean-Pierre. Une fois Antoine à l'intérieur, Jean-Pierre se tourna vers Sophie. « Connaissais-tu Isabelle ?» Le visage de Sophie pâlit. « Jean-Pierre, étais-tu à notre annonce de fiançailles en tant que journaliste ?»« Oui, mais étiez-vous ami avec Isabelle ?» Sophie croisa les bras sur elle-même. « Nous nous étions rencontrés quelques fois, par le biais du travail. Donc ce soir-là, à la conférence, c'était planifié. As-tu délibérément ?»« Non !» Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Oui, je savais qui tu étais. Oui, j'avais couvert tes fiançailles. Mais ce soir-là, c'est juste arrivé. Je n'ai jamais rien planifié. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je savais à quoi ça ressemblerait. Exactement comme ça, comme si j'avais en quelque sorte tout comploté. » Elle essuya ses yeux avec colère. « J'ai quitté le journalisme après ce soir-là parce que je me sentais coupable. J'ai déménagé à la Fondation pour m'éloigner de ce monde. Et maintenant, Isabelle est de retour, dit Jean-Pierre doucement. Quoi? Elle vient d'investir dans Dubois Technologies. Elle parle à la presse. » Sophie s'assit lourdement sur un banc de jardin à proximité. Elle a toujours dit qu'elle me ferait payer. J'ai écrit un article juste après la fin de vos fiançailles, à propos du fait qu'elle t'utilisait pour faire de la publicité, à propos de son histoire de rencontre avec des hommes riches. Je n'ai jamais vu cet article, parce que je ne l'ai jamais publié. Ça me semblait mal. Sophie le regarda suppliante. Jean-Pierre, je le jure, ce soir-là à Cannes, c'était réel. Tout depuis a été réel. La porte arrière s'ouvrit et Antoine accourut avec une poignée de carottes. J'en ai pris en plus au cas où celui-ci tombe aussi. Jean-Pierre força un sourire. Bonne idée, mon pote. Ce soir-là, après qu'Antoine soit allé se coucher, Jean-Pierre s'assit dans la maison d'amis en regardant la bague. Son plan parfait de demande en mariage de Noël semblait maintenant contaminé. Un coup à la porte le surprit. C'était Sophie, tenant un vieux portable. « J'ai tout gardé », dit-elle en entrant. « Toutes mes recherches sur Isabelle. Le brouillon de l'article, ma lettre de démission du journal. » Elle ouvrit l'ordinateur portable. « J'ai besoin que tu lises tout. Même si ça change ce que tu ressens pour moi, tu mérites toute la vérité. » Jean-Pierre passa des heures à lire. Il lut des heures durant. Il vit l'ébauche de l'article révélant les fausses œuvres de charité et les coups de publicité d'Isabelle Dubois. Il vit les journaux personnels angoissés de Sophie Lefebvre, racontant sa rencontre avec lui, ses sentiments, son choix de renoncer à sa carrière plutôt que de publier quelque chose qui pourrait lui faire du mal. Quand il leva enfin les yeux, Sophie Lefebvre était enroulée dans un fauteuil, endormie. Le soleil du matin commençait à percer les fenêtres. Son téléphone vibra. Victoria encore. Isabelle Dubois a convoqué une conférence de presse pour cet après-midi. Jean-Pierre, elle va détruire la réputation de Sophie Lefebvre juste avant la cérémonie de remise du prix Albert Londres. Jean-Pierre regarda Sophie Lefebvre, paisible dans son sommeil malgré tout. Il pensa à leurs mois passés ensemble, à Antoine, à la famille qu'ils avaient déconstruite. Il prit une décision. « Dis à Isabelle Dubois que je veux la rencontrer. Dans 1 heure à mon bureau. » La montée en ascenseur jusqu'à son bureau parisien de luxe lui sembla interminable. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, elle était là. Isabelle Dubois, exactement comme il s'en souvenait. Belle, élégante et totalement froide. « Jean-Pierre, chéri, » miaula-t-elle, enfin prêt à admettre que tu as fait une erreur. La seule erreur que j'ai faite a été de penser un jour que tu te souciais de quoi que ce soit d'autre que de l'argent. Son sourire hésita. Cette journaliste a tout ruiné. Elle t'a pris de moi. Non, Isabelle Dubois. Tu ne m'as jamais eu. Et maintenant, tu ne me l'auras jamais.
Il sortit son téléphone. « Je viens d'envoyer à Victoria la preuve de tes délits d'initié de il y a 3 ans. Essaie de faire du mal à Sophie Lefebvre, et ça sera public. Tu n'oserais pas. Ton action chuterait. Je me fiche de l'action. Je me soucie de ma famille. » Il s'approcha. « Laisse-les tranquilles, ou je brûlerai tout, qu'y compris ta réputation. » De retour à Gordes ce soir-là, Jean-Pierre trouva Sophie Lefebvre dans la cuisine principale de la maison, répétant son discours de remerciement pour le prix Albert Londres. « Je devrais remercier Isabelle Dubois, dit-elle sans lever les yeux. Sa tentative de me détruire cet après-midi a eu un effet inverse spectaculaire. La presse adore les histoires de rédemption. La journaliste qui a abandonné sa carrière plutôt que de publier un exposé blessant pour finalement trouver l'amour avec l'homme qu'elle était censée enquêter. » Jean-Pierre s'assit à côté d'elle. « Je suis désolé de t'avoir douté. Ne le sois pas. J'aurais dû te dire tout dès le début. » Elle croisa enfin son regard. « Plus de secret ? Plus de secret, convint-il. Puis, prenant une décision, il sortit le écrin. « C'est pourquoi je dois te dire quelque chose. Je le porte depuis des semaines, attendant le moment parfait. » Les yeux de Sophie Lefebvre s'écarquillèrent lorsqu'il ouvrit la boîte. « J'avais toute une demande en mariage de Noël prévu, continua-t-il. Mais j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Le moment parfait n'est pas une question de timing ou de décoration. C'est une question de nous, passé chaotique, présent compliqué et tout le reste. » Il s'agenouilla. « Sophie Hart, je t'aime. J'aime notre fils. J'aime notre vie. Veux-tu… » « Oui !» La voix d'Antoine vint de la porte. Ils se retournèrent pour le trouver en pyjama, souriant. « Dis oui, maman. » Sophie Lefebvre rit à travers ses larmes. « Viens ici, petit espion. » Antoine courut vers eux, et Jean-Pierre le serra fort, tandis qu'il glissait l'anneau au doigt de Sophie Lefebvre. « Je vous aime tous les deux tellement, » murmura Sophie Lefebvre. Dehors, les lumières de Noël brillaient dans les cours enneigées de leurs voisins. Dedans, une famille qui s'était retrouvée contre toute attente s'accrochait à son moment parfait. Cela ne s'était pas passé comme Jean-Pierre l'avait prévu, mais d'une certaine manière, cela s'était passé exactement comme il se devait. Le printemps était arrivé à Gordes, apportant avec lui des cerisiers en fleurs et des préparatifs de mariage. Sophie Lefebvre se tenait dans leur chambre, ne plus étant divisée entre 2 maisons, regardant la simple robe blanche accrochée à la porte du placard. Dans 2 jours, elle deviendrait Madame Dubois, bien qu'elle ait décidé de garder Hart comme nom professionnel. « Maman !» appela Antoine de l'étage inférieur. « Grand-mère Martine est là. » Sophie Lefebvre sourit. La mère de Jean-Pierre était devenue leur alliée la plus forte, aidant aux préparatifs du mariage et couvrant Antoine de son affection. Un tel changement par rapport à sa première visite froide, il y a des mois. En bas, Martine dirigeait les fleuristes tandis qu'Antoine lui montrait son projet scientifique, une maquette du système solaire qu'il présenterait à l'école la semaine prochaine. « Sophie, chérie !» appela Martine. Les fleurs, pour la cérémonie dans le jardin, sont arrivées. J'ai pensé à de simples roses blanches, comme tu le souhaitais. Le mariage dans le jardin avait été l'idée de Jean-Pierre. Pas de presse, pas de page mondaine, avait-il insisté. Juste la famille et les amis proches. Sophie Lefebvre s'apprêtait à vérifier les fleurs lorsque son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de son père, le père avec lequel elle n'avait pas parlé depuis 10 ans. « Papa ?» répondit-elle hésitamment. « Sophie. » La voix de Bernard Delacroix était rude. « J'ai vu l'annonce de mariage dans le journal de Gordes. » Oh, le cœur de Sophie Lefebvre s'affaissa. Elle lui avait envoyé une invitation mais n'avait pas eu de réponse. « Oui, je me marie, avec Jean-Pierre Dubois. » Il fit une pause. « L'homme dont tu as enquêté sur les fiançailles. Papa, c'était il y a des années. Les choses sont différentes maintenant. Vraiment ? Ou est-ce que tu vis simplement l'histoire que tu as toujours voulu écrire ?» Sophie Lefebvre sentit des larmes lui piquer les yeux. « Tu ne sais rien de ma vie. Je sais que tu as caché mon petit-fils à son père pendant 6 ans, tout comme ta mère t'a caché à moi après le divorce. C'était différent. Maman me protégeait de ton alcoolisme, de ton jeu. Et maintenant, tu épouses un milliardaire. Comme c'est pratique. » La ligne tomba. Sophie Lefebvre resta là, tremblante, jusqu'à ce que Martine lui touche le bras. « De mauvaises nouvelles ?»« Mon père, » murmura Sophie Lefebvre. « Il ne viendra pas au mariage. » Le visage de Martine s'adoucit. « Sa perte, ma chère, maintenant viens voir ces fleurs, avant que la chaleur ne les fane. » Mais Sophie Lefebvre ne pouvait pas se débarrasser des paroles de son père. Ce soir-là, après que Antoine soit allé au lit, elle trouva Jean-Pierre dans son bureau à domicile. « Peut-être devrions-nous reporter ?» dit-elle. Jean-Pierre leva les yeux, alarmé. « Quoi ? Pourquoi ? » « Mon père a appelé. Il pense. »
Il pense que je ne suis là que pour ton argent, que je vis le fantasme d'une journaliste. » Elle tourna sa bague de fiançailles. Peut-être a-t-il raison, peut-être ai-je tout manipulé dès le début. Jean-Pierre se leva et la serra. Fort. Arrête, ton père ne te connaît pas, ne nous connaît pas. Mais, pas de mais. Il la mena à la fenêtre donnant sur leur jardin. Des ouvriers installaient l'arche de mariage où ils échangeraient leurs vœux. Vois cet endroit juste là? C'est là qu'Antoine a frappé son premier ballon de baseball l'été dernier. Et là-bas, c'est là que tu t'es endormi, en lui lisant des histoires l'automne dernier. Et juste là, sous cet arbre, c'est là que je suis retombé amoureux de toi, te regardant apprendre à notre fils les constellations. Sophie Lefebvre s'appuya contre lui. Je veux juste que tout soit parfait. Ce sera le cas, parce que nous sommes ensemble. Le lendemain matin apporta plus de surprises. Victoria arriva tôt, l'air inquiet. Le conseil veut faire une annonce au mariage, dit-elle, concernant l'avenir de l'entreprise. Jean-Pierre fronça les sourcils. Nous avons dit non aux affaires. Il s'inquiète de la succession, du rôle futur d'Antoine. Il a 7 ans, protesta Sophie Lefebvre. Il n'a pas besoin de cette pression. Je vais m'en occuper, la rassura Jean-Pierre. Mais Sophie Lefebvre pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux, comme s'il n'avait pas assez de stress. Les prévisions météorologiques ont changé. De la pluie était maintenant prévue pour la cérémonie en plein air. Nous avons besoin d'un plan de secours, insista Martine. Mais Sophie Lefebvre avait une idée différente. Cet après-midi-là, elle trouva Antoine dans sa chambre, travaillant sur son projet scientifique. « Hé chérie, veux-tu m'aider à faire quelque chose de spécial pour le mariage ?» Les yeux d'Antoine s'illuminèrent, comme une surprise pour papa. Ensemble, ils passèrent des heures à enfiler de minuscules lumières, travers le jardin, les tissant à travers les arbres et autour de l'arche de mariage. « Même s'il pleut, » expliqua Sophie Lefebvre, « celles-ci brilleront à travers les gouttes comme des étoiles, comme notre propre constellation, » dit Antoine fièrement. La veille du mariage, Sophie Lefebvre reçut un autre appel, cette fois de son ancien rédacteur en chef à Cannes. « Nous publions un article, dit-il, à propos de ton histoire avec les Dubois. Isabelle Dubois a fourni de vieilles photos, suggérant que tu avais tout planifié dès le début. » Sophie Lefebvre se sentit malade. C'était il y a des années. « Je n'ai jamais publié rien de négatif à leur sujet. Mais tu as enquêté sur eux. Le public a le droit de savoir. » Après avoir raccroché, Sophie Lefebvre s'assit dans le jardin, regardant l'arche de mariage. Toute leur planification, minutieuse, leur désir d'une cérémonie privée, tout s'effondrait. Jean-Pierre la trouva là au coucher du soleil. « Victoria m'a parlé de l'article. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu... »« J'ai une idée, l'interrompit-il. Mais c'est un peu fou. » 2 heures plus tard, ils étaient tous dans la voiture. Jean-Pierre, Sophie Lefebvre, Antoine et Martine, conduisant toute la nuit. Jean-Pierre ne dirait pas où ils allaient. Il a juste promis que ça vaudrait le coup. À minuit, ils arrivèrent au Palais de la Découverte, le même endroit qu'ils avaient visité il y a des mois en famille. « J'ai fait quelques appels, » expliqua Jean-Pierre. « Ils nous laissent l'utiliser. Ce soir, à l'intérieur, le dôme était éclairé par des milliers d'étoiles. L'arche de mariage y avait été déplacée, entourée des roses blanches de Martine et des lumières scintillantes d'Antoine. « Nous pouvons nous marier maintenant, » dit Jean-Pierre doucement. « Juste nous, sous les étoiles que notre fils aime tant. » Sophie Lefebvre regarda Antoine qui rayonnait, Martine qui avait les larmes aux yeux, Jean-Pierre qui avait trouvé un moyen de rendre tout parfait. « Oui, » murmura-t-elle, « maintenant. » Alors qu'ils se tenaient sous l'arche, Antoine tenant leurs alliances, les étoiles du planétarium tournant lentement au-dessus d'eux, Sophie Lefebvre comprit enfin. Les moments parfaits ne sont pas une question de timing, de météo ou d'articles de presse. Il s'agissait de famille, d'amour, de se choisir, encore et encore, quoi qu'il arrive. Jean-Pierre lui serra la main lorsqu'ils commencèrent leurs vœux, et Sophie Lefebvre sut, c'était exactement là où ils étaient censés être, sous un ciel d'étoiles, avec leur fils entre eux, écrivant leur propre histoire. Demain, la presse pourrait écrire ce qu'elle voulait. Ce soir appartenait à eux, à leur famille, à leur amour, à leur avenir ensemble. Et quelque part dans cette vaste projection d'étoiles au-dessus d'eux, Sophie Lefebvre jura qu'elle pouvait voir leur propre constellation briller brillamment et fidèlement. Une année s'était écoulée depuis le mariage de minuit au planétarium. L'histoire avait fait les gros titres, mais pas comme Isabelle Dubois l'avait prévu. Un milliardaire de la technologie choisit l'amour plutôt que l'empire, est devenu le récit, surtout après la fuite de photos, de la cérémonie intime sous les étoiles. Maintenant, par une chaude soirée d'été, le jardin des Dubois était à nouveau rempli de lumières et de rires.
Cette fois, ils célébraient le 8e anniversaire d'Antoine. « Fais un vœu, mon chéri », appela Sophie Lefebvre alors qu'Antoine se tenait devant son gâteau en forme de fusée. Les bougies vacillaient au crépuscule, projetant une lueur chaleureuse sur les visages de leur famille et de leurs amis. Jean-Pierre observa son fils, se souvenant de ce premier moment lors de l'événement caritatif où il l'avait aperçu jouer avec une maquette de fusée. Maintenant, Antoine gagnait des concours scientifiques et parlait déjà de devenir astronaute. « Papa », appela Antoine après avoir soufflé ses bougies. « On peut montrer notre surprise à tout le monde maintenant ?» Jean-Pierre hocha la tête et Antoine courut retirer un drap d'un gros objet dans le coin du jardin. Il y avait un télescope professionnel, plus grand que tous ceux qu'ils avaient eus auparavant. « Ton père et moi avons pensé qu'il était temps de faire une mise à niveau », expliqua Sophie Lefebvre aux invités étonnés. Surtout depuis, elle posa une main sur son ventre légèrement arrondi et leurs amis éclatèrent en applaudissements. La nouvelle du deuxième bébé les avait tous réunis pour cette célébration spéciale. Martine essuya des larmes de ses yeux. « Un autre petit enfant à gâter », dit-elle joyeusement. « Et cette fois, je serai là. » Dès le début, Victoria, qui s'était révélée être une excellente PDG, leva son verre à la famille Dubois qui s'agrandit. Alors que leurs invités se rassemblaient autour du télescope, Jean-Pierre prit Sophie Lefebvre à part. « J'ai une autre surprise », murmura-t-il, « mais celle-ci est juste pour nous. » Après que la fête se soit terminée et qu'Antoine soit allé se coucher à l'étage, Jean-Pierre mena Sophie Lefebvre à son bureau à domicile. Sur son bureau se trouvait un ordinateur portable familier, celui qu'elle lui avait montré ce soir-là avec tous ses vieux articles. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant », dit-il en ouvrant un document. « Cet article que tu n'as jamais publié sur Isabelle Dubois, les recherches que tu as faites ont en fait révélé quelque chose de plus grand. » Sophie Lefebvre se pencha pour regarder. Les fausses œuvres de charité, pas seulement ça. Le fil d'argent que tu as commencé à suivre, il a mené quelque part d'important. Il ouvrit d'autres documents. Tu te souviens des transactions suspectes d'Antoine Moreau? Il s'avère qu'il travaillait avec Isabelle Dubois bien avant tout ça. Ils détournèrent de l'argent des œuvres de charité pour enfants depuis des années. L'instinct journalistique de Sophie Lefebvre se déclencha. C'est pourquoi ils sont tous les deux venus après nous. Ils avaient peur que je relie les points. Exactement. Victoria a trouvé la preuve la semaine dernière. Ils sont tous les deux inculpés. Sophie Lefebvre s'assit lourdement sur une chaise. Tout ce temps, tu avais raison dès le début. Tu ne savais juste pas à quel point. Jean-Pierre s'agenouilla à côté d'elle. Le parquet de Paris veut te parler. Tes anciennes recherches pourraient t'aider à les enfermer pour de bon. Des larmes remplirent les yeux de Sophie Lefebvre. Je me suis toujours demandé si j'avais fait le bon choix en ne publiant pas cet article. Tu l'as fait, parce que ça nous a menés ici. Il posa une main sur son ventre. À notre famille. Un coup à la porte les interrompit. Antoine se tenait là en pyjama, serrant son livre d'astronomie. « Je n'arrive pas à dormir », dit-il. « On peut regarder le nouveau télescope. » Dehors, la nuit d'été était parfaite pour observer les étoiles. Alors que Jean-Pierre aidait Antoine à régler la mise au point, Sophie Lefebvre pensa au voyage qui les avait menés ici, de ce premier événement caritatif au mariage au planétarium, de maisons séparées à une vraie maison, de secrets et de doutes à une confiance et un amour complet. « Regarde !» s'exclama Antoine. « J'ai trouvé Saturne. On peut voir les anneaux et tout. » Jean-Pierre serra Sophie Lefebvre dans ses bras alors qu'ils observaient leur fils explorer le cosmos. « Tu sais à quoi je pensais aujourd'hui ?»« À quoi ?»« Cette nuit-là à l'événement caritatif. Quand je l'ai vu pour la première fois jouer avec cette fusée. » Jean-Pierre sourit. « J'avais tellement peur d'être père. Et maintenant ? Maintenant, je n'imagine pas être autre chose. » Il toucha doucement son ventre. « Tu penses que celui-ci aimera aussi l'espace ? Avec cette famille ? Comment ? Pourrait-il ne pas l'aimer ?» Antoine les appela avec excitation. « Maman, papa, j'ai trouvé une nouvelle étoile. On peut la nommer ? Les étoiles ont déjà des noms, mon chéri, » expliqua Sophie Lefebvre. « Mais on peut inventer notre propre nom, juste pour nous. » Antoine eut l'air pensif. « Qu'en penses-tu de Espoir ? Parce que c'est ce qui nous a réunis, non ? La Fondation pour l'enfance. » Jean-Pierre et Sophie Lefebvre échangèrent un regard, se souvenant de cet événement caritatif fatidique. « Espoir est parfait, » dit Jean-Pierre doucement. Plus tard cette nuit-là, après qu'Antoine soit enfin allé au lit, Jean-Pierre et Sophie Lefebvre s'assirent sur leur balançoire de véranda, regardant leur étoile. « J'ai retrouvé mon vieux journal de cette nuit-là à Cannes, » dit Sophie Lefebvre doucement. « Tu veux savoir ce que j'ai écrit ? Dis-moi. » J'ai écrit « J'ai rencontré quelqu'un ce soir, quelqu'un qui pourrait tout changer. »
Mais je vais m'en aller parce que certaines histoires ne sont pas faites pour être écrites. Elle rit doucement. Je me suis trompé sur ce point. Notre histoire devait être écrite, convint Jean-Pierre. Mais pas comme on l'attendait. À l'intérieur, leur maison était remplie de signes de leur vie ensemble. Les projets scientifiques d'Antoine, le prix Albert Londres de Sophie Lefebvre sur la cheminée, des photos de famille partout. La maison d'amis avait été transformée en bureau à domicile où ils travaillaient tous les deux. Jean-Pierre dirigeant la fondation caritative qu'ils avaient créée ensemble, Sophie Lefebvre écrivant des histoires qui comptaient. « Le bébé bouge », dit soudainement Sophie Lefebvre en prenant la main de Jean-Pierre. Alors qu'ils sentaient leur deuxième enfant donner un coup de pied, une étoile filante traversa le ciel. « Devrions-nous faire un vœu ?» demanda Jean-Pierre. Sophie Lefebvre regarda leur maison, pensa à leur fils endormi à l'étage, sentit la nouvelle vie bouger en elle et serra la main de son mari. « Pas besoin, dit-elle. Nous avons déjà tout ce que nous pourrions souhaiter. » Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient comme ce soir-là au planétarium, témoins d'une histoire d'amour qui avait défié les attentes. Une histoire de deuxième chance et de premiers amours, de pères et de fils, de vérité et de confiance. Une histoire qui prouvait que parfois, la fin heureuse ne dépend pas de votre point de départ, mais de qui vous choisissez d'être, de la famille que vous formez et de l'amour pour lequel vous vous battez. Une histoire écrite, non pas dans les gros titres des journaux ou les livres comptables des entreprises, mais dans les étoiles elles-mêmes. Et quelque part là-haut, une étoile nommée Espoir brillait au-dessus de la maison des Dubois, veillant sur une famille qui s'était retrouvée contre toute attente et avait choisi l'amour par-dessus tout. Fin.